Ou les fils du stérilet se rend compte de l'extrémité en plastique de stérilet dépasse l'orifice externe du col, présente un fort saignement menstruel ou un saignement intermenstruel incommodant, ou des spottings durant lesquels quelques premiers mois qui suivent la pose du dispositif et un saignement après un rapport sexuel. Présente une dysménorrhée ou une dyspareunie, donc saute une menstruation, présente des signes ou symptômes d'infection génito-urinaire ou de grossesse extra-utérine, un signe menstruel donc prolongé ou important, des douleurs persistantes au niveau du bas-ventre ou des douleurs à l'épaule ou dyspareunie au fond du vagin, une fièvre plus de 38 degrés, syndrome pseudo-grippal, un écoulement vaginal anormal, des vertiges ou des évanouissements. Tout ça doit être consciente de consulter. Donc, on ne va pas se répéter là-dessus, mais on va seulement insister donc, sur les contre-indications. Dites-moi s'il vous plaît, la précédente. Pour les contre-indications seulement. Donc, nous avons des contre-indications, comme vous le savez, absolues et des contre-indications relatives. Donc, absolues, vous avez les maladies malignes du corps utérin et du col, saignement vaginal, donc, avec une étiologie non diagnostiquée, une grossesse, bien sûr, établie, donc confirmée ou non. D'accord? Suspectée. Anamnèse de grossesse extra-utérine, donc c'est une femme peut-être qui a déjà fait une grossesse extra-utérine. Présence de facteurs prédisposant à cette condition, tels qu'une salpingite, endométrite ou une péritonite pelvienne. Malformation congénitale ou acquise, distorsion de l'utérus ou du col de l'utérus, fibrome utérin de grande taille ou multiple en présence de menstruation excessive importante, hyperplasie endométrielle et dysplasie cervicale. Infection génitale à exception de candidose, maladie sexuellement transmissible durant les 12 derniers mois, à l'exception d'une vaginite bactérienne, d'une candidose, une infection récidivante d'un virus herpétique, d'une hépatite B ou une infection à cytomégalovirus. Avortement infecté dans les 3 derniers mois, maladie inflammatoire pelvienne, active ou antécédent de maladies pelviennes, allergie au cuir. Les contre-indications relatives, les maladies cardiaques ou valvulaires, l'utilisation d'un dispositif intra-utérin peut, dans cette condition, augmenter donc le risque de quoi? Le risque de l'endocardite bactérienne subaiguë. Donc, une prophylaxie par antibiotiques s'impose lors de la mise en place et le retrait du dispositif intra-utérin. Anémie ou antécédent de saignement utérin successif, coagulopathie ou administration fréquente d'anticoagulants, dysménorrhée sévère, cicatrice utérine provenant d'une intervention chirurgicale antérieure, autre qu'une césarienne, d'accord? Autre qu'une césarienne ou d'une perforation antérieure de l'utérus. Fibrome ou le fibromiome utérin de petite taille, polype endométriaux ou endométriose. Donc, on conseille ici aux patientes présentant des fibromes de se soumettre à un examen pelvien régulier de manière à évaluer leur changement de taille, traitement intensif de longue durée par corticothéroïde ou médicaments inflammatoires non stéroïdiens. Alors,
parce qu'il y a interaction, traitement susceptible d'intervenir dans le processus inflammatoire, donc induit par le stérilet. Traitement immunosuppresseur intensif, trouble du métabolisme du cuivre, comme on l'a cité tout à l'heure, les maladies de Wilson. Infection des voies génitales inférieures fréquente ou récurrente. Les effets indésirables, on va revenir là-dessus. Donc, nous avons selon Vidal, toujours, donc il y a les crampes et les douleurs. Donc la femme, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut informer la femme surtout donc les risques qu'elle peut avoir et sur les effets indésirables. Donc nous avons les crampes et les douleurs. Certaines femmes, en particulier les femmes nullipares, ça on l'a dit au début, sont plus prédisposées à avoir des douleurs plus importantes. Diapo. Saignement excessif et persistant. Perforation et pénétration dans la paroi cervicale ou utérus dans du stérilet. Donc ici, il faut préciser quelque chose que généralement, donc la cause de la perforation, c'est bien l'insertion, donc la mauvaise insertion ou bien l'inexpérience de la personne qui insère le DU. Donc c'est très très important de s'informer d'abord et de pratiquer énormément avant de placer un stérilet pour éviter ces complications. D'accord ? Alors, s'il s'agit d'une perforation totale, l'insertion du stérilet peut être dans la cavité abdominale libre. Donc le stérilet peut être déplacé comme sur un tapis roulant. Donc quand il est inséré, il y a une perforation, il va se déplacer, donc il peut se retrouver par exemple dans l'intestin, dans le foie, etc. C'est comme un tapis roulant. D'accord ? Le stérilet peut se retrouver donc à l'étape supérieure de l'abdomen, le foie, l'estomac, donc qu'on va trouver et qu'on va extraire donc chirurgicalement par célioscopie. Dans d'autres cas, après perforation totale de l'utérus, l'insertion du stérilet se fait pas dans l'organe juxtaposant de l'utérus, les paramètres ou le tube digestif. Donc, s'il y a perforation, bien sûr, le retrait du stérilet s'impose. L'augmentation de la perforation utérine durant l'allaitement. Donc, ici, il faut savoir qu'il y a toujours un risque, il y a une augmentation du risque de perforation pendant l'allaitement. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de ça quand on place un stérilet chez une femme allaitante. Donc, l'intérêt de connaître préalablement la position exacte de l'utérus pour éviter la perforation, donc par l'examen clinique qui est très important avant de placer un stérilet. Donc, si besoin, on va utiliser l'échographie. Alors, chez les femmes nullipares et chez celles ayant une anamnèse récente d'infection pelvienne traitée, les avantages d'une contraception par l'emploi d'NDU doivent être pesés, ça on l'a déjà dit. Donc, chez une nullipare, il faut toujours peser le pour et le contre. Il faut réfléchir à cause des infections qui peuvent survenir. Je ne sais pas quelle heure il est, si on va continuer ou non. Oui. Donc on a parlé d'infection surtout, donc dans l'emplacement, quand on place un DU, on parle beaucoup plus, donc on parle des dangers ou bien des risques qu'on peut avoir. On a parlé de perforation, on a parlé d'infection. Mais comment peut-on reconnaître une infection donc pelvienne? Une infection, donc une maladie infectieuse pelvienne. Donc, nous avons ici les signes. Vous avez la pyrexie, sensibilité aux douleurs en bas de l'abdomen, écoulement vaginal anormal, dyspareunie profonde, saignement menstruel donc prolongé ou important, douleur lors de la palpation de l'utérus, sensibilité aux douleurs lors de l'examen bimanuel de l'utérus ou des annexes de l'utérus. Si l'on soupçonne une maladie infectieuse pelvienne chez une femme, donc chez les femmes auxquelles on a posé un dispositif intra-utérin, la prise des mesures suivantes s'impose. Donc une femme qui vient
et on a suspecté, donc elle a quelques de ces, 1, 2, 3, ou ces symptômes, donc elle présente ces symptômes, on va agir de la manière suivante. Donc, devant des symptômes peu sévères, un diagnostic devra être établi et une antibiothérapie instituée. Si aucune réponse n'est obtenue dans les 24 heures, on devra retirer le stérile. Devant les symptômes de sévérité moyenne, ici, donc présentant des signes cliniques plus définis, on devra retirer le stérilet avant l'institution d'une antibiothérapie et la patiente devra être adressée à un gynécologue pour un avis. Dans les cas sévères associés à la forte douleur abdominale et à une fièvre, le dispositif intra-utérin devra être retiré et la patiente admise à l'hôpital. Donc, il y a une dame tout à l'heure qui m'a parlé de grossesse, elle m'a dit pourquoi vous nous faites peur, hein? Mais pas encore, oui. Donc par rapport à la grossesse, donc on parle toujours parce qu'il y a quand il y a un risque, même si c'est 0,0001, donc on est toujours obligé d'en parler. Donc la grossesse sous stérilée, il faut d'abord exclure une grossesse ectopique. Quand il y a grossesse sur stérilée, il faut d'abord exclure une grossesse extra-utérine. Donc en cas de grossesse intra-utérine, donc elle va être caractérisée, donc une grossesse intra-utérine sur stérilée là, elle va être caractérisée par un risque accru d'avortement. Généralement, elles aboutissent toujours à un avortement. Donc il y a un avortement spontané, septique, rupture prématurée des membranes et l'accouchement prématuré plus tard au cours de la grossesse. Si une grossesse intra-utérine établie avec un dispositif intra-utérin en place, il est fortement recommandé de procéder aux mesures suivantes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'abord, il faut savoir que le retrait du DU ou le sondage de l'utérus à la recherche du fil peut provoquer un avortement spontané. La femme est enceinte, donc il y a une grossesse. Quand on essaie de retirer, donc ici, on va provoquer nécessairement un avortement spontané. Donc, quand c'est une gestation jusqu'à 12 semaines, le dispositif devra être retiré si les fils sont visibles. Gestation de plus de 12 semaines, ou si aucun fil n'est visible, on devra envisager une interruption de grossesse. Elle devra être suggérée à la femme comme représentant une option. C'est-à-dire, il faut lui demander, madame, donc c'est une option. Elle va choisir si elle veut garder, si elle décide de garder la grossesse ou non. Donc, tout en gardant à l'esprit que les risques associés à un avortement électif augmentent avec l'âge gestationnel. C'est-à-dire, si elle choisit, il faut toujours se mettre en tête qu'elle risque toujours de perdre son bébé. Si la femme insiste pour poursuivre la grossesse avec le dispositif intra-utérin en place, il faudra l'adresser progressivement, bien sûr, au service de surveillance pour la surveillance anténatale. Il y a un risque accru, donc on a dit d'avortement septique chez les femmes qui sont tombées enceintes avec un DU en place. Dans certains cas, l'avortement septique a été compliqué par une septicémie et a issue quelquefois fatale. Si une grossesse est poursuivie avec le DU en place, la femme devra être suivie de près et on devra lui conseiller de signaler immédiatement tout symptôme d'anomalie tels que syndrome pseudo-grippal, fièvre, crampes, douleur abdominale, dyspareunie, saignement ou écoulement vaginal. Si le dispositif intra-utérin est laissé en place durant toute la grossesse, il est habituellement expulsé avant ou au moment de la délivrance du placenta et les membranes. Donc, si la grossesse est menée à terme, donc il est expulsé donc avec les membranes ou avec la délivrance. Si il ne l'est pas, on devra effectuer une radiographie ou une échographie juste après l'issue de couche pour déterminer l'emplacement. S'il n'a pas expulsé, il faut bien le chercher. D'accord? À ce jour, il n'a pas été prouvé que la poursuite d'une grossesse à terme avec un dispositif intra-utérin en place entraînait une malformation congénitale, c'est-à-dire que ce n'est pas encore prouvé, quoique ça se dit. Hein, il y a beaucoup de personnes ou bien de femmes qui croient que le fait d'avoir une grossesse sur stérilée peut provoquer, mais rien n'a été scientifiquement prouvé. Si le DU hormonal n'a pas été retiré, donc ici en cas de DU hormonal, donc le déroulement de la grossesse doit faire l'objet d'une surveillance attentive. Risques liés donc à la progestérone, les risques portant sur la différence
différenciations sexuelles du fœtus ont été décrites avec les anciens progestatifs. Donc ici, donc, la différenciation sexuelle surtout, donc en cas on parle d'embryos gynomimétiques, donc surtout dans le cas de cas de sexe féminin. Oui, madame. Il peut s'agir d'une grossesse extra-utérine, donc tout à l'heure on a parlé d'une grossesse donc sur stérilée, mais une grossesse intra-utérine. Le DU assure une meilleure protection contre une grossesse intra-utérine, d'accord? On est d'accord sur ça. Mais donc que contre une grossesse extra-utérine. Mais attention, il existe des indications qui tendent à suggérer que le risque de cette dernière est également diminué en raison de l'emploi d'un dispositif intra-utérin. Contrairement à ce qu'on pense, donc on dit, bon, quand il y a un stérilet, il assure une contraception contre une grossesse intra-utérine, mais pas une grossesse extra-utérine. Mais avec les recherches, avec bien sûr les statistiques qui ont été faites, on peut dire que le dispositif, parce que maintenant avec l'inflammation qui se fait, avec la destruction, comme on a dit, donc quand on a vu le fonctionnement d'un dispositif intra-utérin, donc il peut même donc éviter une grossesse extra-utérine, contrairement à ce qu'on pense, donc parce qu'on l'incrimine par rapport à la grossesse à la survenue de la grossesse extra-utérine. C'est bon, on arrête là pour les diapos. Pour la technique, donc, vous avez vu la technique de placement d'LDU. Donc il y a une petite différence dans le placement par rapport, donc, quand il s'agit d'un dispositif intra-utérin au cuivre ou bien le méréma. Donc je vais vous présenter ici. Une seconde parce que nous avons l'explication d'un plan, mais le son n'est pas très...
avoir désinfecté. Il faut parler de la préparation, hein, la préparation de la femme, tout ça. D'accord. Ici, c'est la technique, c'est l'emplacement, ou bien l'insertion proprement dite. D'accord. Donc, après avoir préparé la femme, préparer le matériel, préparer la femme psychologiquement, après tout ça. Donc, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez d'ailleurs dans les documents que je vous ai remis. Donc, il faut. On va insérer bien sûr un spéculum. D'accord. On va désinfecter. On va suivre la vidéo. Donc, non, ça c'est la deuxième. Mais non, c'est la deuxième vidéo. C'est le Cooper. Oui. Alors. Donc, ce qu'on a dit, c'est après avoir placé le spéculum, donc on va désinfecter la région vaginale et le col. D'accord. On va procéder à quoi? La première chose qu'on fait, ce qui est très important, c'est l'hystérométrie. D'accord. Donc, avant l'hystérométrie, donc on va placer la pince de Podzi. Donc, on va saisir le corps avec la pince de Podzi. Comme vous voyez ici dans le schéma, la ligne là que vous voyez, donc on va essayer de redresser s'il y a une rétroversion ou une interversion de l'utérus. Donc, on va saisir, comme on a dit tout à l'heure, la lèvre antérieure ou bien au niveau de la lèvre postérieure du col. Donc, on va procéder ensuite à faire une hystérométrie pour avoir donc la profondeur de l'utérus. Voilà ce qui se fait. Donc, il faut toujours agir d'une façon très délicate. Comme vous voyez ici, donc on arrête. Il ne faut pas, même parce qu'il y a le risque de perforation, même quand on fait une hystérométrie. Donc, on va placer l'ensemble du dispositif, d'accord, toujours en gardant, comme vous voyez, la balle qui est bleue, qui va nous arrêter donc sur le fond. Donc on va pousser légèrement jusqu'à donc libérer au départ, donc on va libérer les côtés latéraux du dispositif. Ensuite on va retirer donc l'inserteur et donc on va couper le fil généralement à 2 cm de long. Donc, si on a l'occasion, on aura l'occasion de réparer le problème de sang et on va la repasser après. Donc ici, c'est juste à signaler qu'il faut toujours donc, tenir compte de la profondeur. Donc, il faut régler la vague bleue dont on a parlé par rapport à la mesure de la profondeur de la cavité utérine. Donc, ça, c'est pour l'emplacement, donc pour la vidéo de Mérina, donc placement du stérilet Mérina. Nous avons une deuxième vidéo. Donc ici c'est le stérilet cuivre Cooper, donc en anglais. Donc il faut essayer d'abord, c'est normalement le sang, il est bon, il est meilleur, donc on va essayer si on trouve le sang. Est-ce que vous entendez un commentaire, bien non? Commentaire. Je vais commenter même. On verra quand je vais commenter. Donc ici, la préparation d'abord du stérilet. Toujours, il ne faut pas oublier qu'il faut mesurer la profondeur utérine. Donc ici, nous avons le stérilet. Dans sa pochette, on va libérer, c'est-à-dire on va ouvrir la pochette au maximum, sans bien sûr, bien sûr en respectant la sepsie. Alors, donc on va introduire les bouts latéraux
étude inserteur. Le bras stérilé quel cuivre? Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure, je pense que ma collègue avait exposé ça, les différents types. Maintenant, on peut trouver du cuivre même sur les deux latéraux, les bras latéraux. D'accord? Donc on a introduit. Ensuite, on va introduire le poussoir. D'accord? Toujours en réglant la bague. La bague, elle est réglée ici par rapport, donc le bout inférieur par rapport à l'hystéromètre. D'accord? C'est la profondeur de la cavité utérine. Donc on prend l'ensemble et on va l'introduire bien sûr dans la cavité vaginale, dans le canal cervical. Donc ici c'est juste pour préciser la profondeur. Donc comme vous voyez ici, donc on va procéder bien sûr délicatement à l'insertion. Vous voyez toujours, il y a le curseur ce qui est au niveau. Donc vous voyez, il y a toujours un espace qu'on laisse, comme on a expliqué tout à l'heure, pour lisser, donc libérer les côtés latéraux du stérilet. On retire donc l'inserteur. D'accord? Donc ici, le stérilet est prêt dans la cavité utérine. Toujours, donc, on procède à couper. Ensuite, on coupe les fils à 2 cm. Voilà. Donc, si j'avais donc arrivé le problème technique de la parce que j'ai commenté mieux que ça, étape par étape sur la vidéo. Dès que je règle le problème technique, on pourra l'avancer, même demain, donc avant de faire les pratiques dans la salle de pratique. Donc, je ne sais pas si madame voudrait ajouter quelque chose. Observation à propos des cas. On va faire la résumé. On a vu la contraception orale, la contraception hormonale. À propos de cas, femmes âgées 2 qui consultent, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que de toute façon, on aura, je ne sais pas, vous l'avez vu dans votre programme, on va avoir des ateliers. Donc, on va faire la pratique, on va faire une certaine correction, une certaine évaluation de la pratique, bien sûr, parce que c'est la pratique qui est la plus importante en fait. Et on va avoir des ateliers. Dans les ateliers, on va faire du counseling, même déjà le counseling. On ne peut pas parler de contraception sans parler du counseling. D'accord? On va parler de counseling et on va faire des études de cas, c'est-à-dire pour répondre à des questions pertinentes, peut-être parce que, comme je vous ai dit au départ, c'est du cas par cas. Même si on connaît l'insertion, on connaît la théorie en général, ensuite on a des cas spécifiques qu'on doit traiter chacun avec sa spécificité. D'accord?